Chapitre 10 1. Un ami de cœur. De retour à l'auberge du Souffleur, revenant de la chapelle, j'y trouvai Cuckaig tout seul. Il était parti avant la bénédiction. Assis sur un banc, devant le feu, les pieds dans le foyer, il tenait tout contre son visage sa petite idole noire. La contemplant ardemment, il lui amenuisait doucement le nez avec son couteau, tout en fredonnant pour lui-même quelques païennes mélopées. Se trouvant interrompu, il abandonna sa figurine et bientôt se dirigea vers la table, y prit un grand livre qui s'y trouvait, le posa sur ses genoux et se mit à en compter les pages avec une méthodique régularité. À chaque 50e page, ce fut du moins ce que j'en conclus, il s'arrêtait un instant, regardait dans le vague, et émettait un long sifflement perlé qui témoignait de son étonnement. Il semblait recommencer comme s'il ne savait pas compter au-delà de 50, et ce n'était que cette accumulation de cinquantaines qui excitait son admiration quant au nombre de pages. Je le regardais avec beaucoup d'intérêt. Tout sauvage qu'il était, et si hideusement défiguré, à mon goût du moins, l'expression de son visage était loin d'être déplaisante. Une âme ne peut se dissimuler. Sous ces tatouages de l'autre monde, je croyais découvrir un cœur simple et honnête, et dans ses larges yeux profonds, ardents, sombres et hardis, un esprit propre à défier 1000 démons. D'autre part, le païen avait une attitude altière que sa singularité n'entamait guère. Il avait l'air d'un homme qui ne s'était jamais montré obséquieux et qui n'avait rien dû à personne. Que son front parut plus franc, plus lumineux et plus grand du fait qu'il avait la tête rasée, je ne me risquerais pas à l'affirmer, mais il est certain que le moule de son crâne était phrénologiquement des meilleurs. Si ridicule que cela paraisse, il me rappelait le général Washington, tel que le représentent les bustes populaires. Au-dessus d'arcades sourcilières saillantes, pareilles à 2 promontoires boisés de rue, il avait cette même dépression longue et régulière. Cuckaig était un sosie de George Washington en plus cannibale. Tandis que, feignant à demi de regarder la tempête par la croisée, je me livrais à cet examen minutieux de sa personne. Il ne prit nullement garde à ma présence, ne broncha pas et ne leva même pas les yeux, paraissant tout entier absorbé à compter les pages du livre merveilleux. En pensant à la manière fraternelle dont nous avions dormi ensemble la nuit précédente, en me remémorant plus particulièrement ce bras qui me tenait tendrement au matin, je trouvais son indifférence très étrange. Mais les sauvages sont des êtres singuliers, parfois on ne sait pas comment les prendre. De prime abord, ils sont impressionnants, leur sereine maîtrise d'eux-mêmes et leur simplicité paraissent une sagesse socratique. J'avais également remarqué que Cuckaig frayait à peine, pour ne pas dire pas du tout, avec les marins qui fréquentaient l'auberge. Il ne faisait point d'avance et ne paraissait pas désireux d'étendre le cercle de ses relations. J'en étais surpris et frappé, et en y réfléchissant, j'y trouvais un côté sublime. Voilà un homme qui, étant à quelques 20 000 milles de chez lui, en passant par le cap Horn, la seule route possible, était, dès lors, jeté parmi des êtres qui lui étaient aussi étrangers que s'il eût été transplanté sur la planète Jupiter. Pourtant il paraissait parfaitement à l'aise, conservant un calme absolu, se suffisant à lui-même, d'humeur égale. Tout cela exprimait les nuances d'une admirable philosophie, encore qu'il ignorât sans aucun doute jusqu'à l'existence d'une telle chose. Mais pour être de vrais philosophes, nous ne devrions peut-être pas avoir une conscience si aiguë de vivre et de combattre. Quand j'entends que tel ou tel se donne pour philosophe, j'en conclus que pareil à la vieille femme dyspeptique, il doit avoir fendu son digesteur. Et j'étais assis là, dans cette pièce maintenant déserte, le feu, son ardeur épuisée, en était à cet instant de douceur où, après avoir répandu avec intensité sa chaleur, il ne brillait plus que pour le regard. Les ombres et les spectres de la nuit, rassemblés au battant des fenêtres, épiaient cette paire silencieuse et solitaire que nous formions. Au dehors, la tempête enflait avec solennité ses mugissements, je commençais à me sensibiliser à d'étranges impressions. Un attendrissement m'envahissait. Mon cœur blessé, ma main crispée ne se retournait plus contre un monde cruel que ce sauvage apaisant rachetait pour moi. Il était assis là, son indifférence même prouvait une nature qui ne cachait pas les hypocrisies civilisées ni les mielleuses fourberies. Sauvage il était, un spectacle entre tous les spectacles. Pourtant, je commençais à me sentir mystérieusement attiré vers lui, aimanté par ces mêmes choses qui eussent rebuté la plupart. Je vais goûter d'un ami païen, pensai-je,
puisque la bienveillance chrétienne n'est que vide civilité. Je rapprochai de lui mon banc et fis des signes et des gestes d'amitié tout en essayant d'engager la conversation. Il ne remarqua d'abord que peu ses avances, mais comme je lui rappelais son hospitalité de la nuit, il se décida à me demander si nous allions partager la même chambre cette nuit encore. Je lui dis que oui, ce qui parut, me sembla-t-il, lui être agréable, voire même peut-être l'honorer. Alors nous nous mîmes à feuilleter le livre ensemble et j'entrepris de lui expliquer le but des lettres et le sens des quelques gravures qu'il contenait. Son intérêt s'éveilla aussitôt, et dès lors nous passâmes à un baragouinage, fait d'efforts réciproques ayant trait aux diverses curiosités qu'il y avait à voir dans cette ville fameuse. Je proposai bientôt de fumer la pipe de l'amitié. Sortant sa blague et son tomahawk, il m'offrit tranquillement d'en tirer quelques bouffées, de sorte que nous restâmes assis là, fumant chacun à notre tour sa pipe barbare, nous la passant l'un à l'autre à intervalles réguliers. Si le cœur du païen abritait encore à mon égard quelques glaçons d'indifférence, il eût tôt fait de fondre à la réconfortante chaleur de cette pipe commune et nous devîmes compères. Sa sympathie semblait venir à moi tout aussi naturellement et spontanément que la mienne allait à lui. Lorsque nous eûmes fini de fumer, il appuya son front contre le mien, m'en serra la taille et me dit que dès lors nous étions mariés, ce qui signifiait dans le langage de son pays que nous étions des amis de cœur et que, si besoin en était, il donnerait joyeusement sa vie pour moi. Chez un compatriote, cette flamme soudaine d'affection aurait paru par trop prématurée et tout à fait suspecte, mais ces règles générales ne pouvaient en aucun cas s'appliquer à ce sauvage simple. Après le souper, une nouvelle conversation et une nouvelle pipe, nous montâmes tous deux dans notre chambre. Il me fit don de sa tête réduite, sortit sa gigantesque blague, et fouillant sous le tabac, il en tira quelques $30 d'argent. Les étalant alors sur la table, il en fit 2 parts égales, et poussant l'une vers moi, il me dit qu'il m'appartenait. J'allais protester, mais il me réduisit au silence en les versant dans les poches de mon pantalon. Je les y laissai. Il commença alors ses prières du soir, sortit son idole et libéra la cheminée de son écran de papier. Certains signes et symptômes me donnèrent à croire qu'il désirait que je me joigne à lui. Sachant pertinemment ce qui allait suivre, je réfléchis un instant pour savoir si j'accepterais ou non si je m'y trouvais invité. Je suis un bon chrétien, né et élevé dans le sein de l'infaillible Église presbytérienne. Comment, dès lors, pouvais-je partager les dévotions que ce sauvage idolâtre rendait à son morceau de bois? Mais qu'est-ce que rendre un culte? Me demandai-je. Vas-tu te figurer, Ismaël, que le Dieu magnanime du ciel et de la terre et de tous les hommes, païens y compris, puisse éprouver l'ombre d'une jalousie envers un insignifiant morceau de bois noir? Impensable. Mais qu'est-ce qu'adorer Dieu sinon faire sa volonté? C'est là l'hommage à lui rendre. Et quelle est la volonté de Dieu, sinon faire à mon prochain ce que je voudrais qu'il me fît? Telle est sa volonté. Kukeg est mon prochain. Et que souhaiterais-je voir Kukeg faire pour moi? Eh bien, s'unir à moi dans ma manière presbytérienne et particulière de rendre grâce. Donc je dois me joindre à lui dans son culte personnel et par conséquent me muer en idolâtre, de sorte que j'allumai les copeaux et l'aidai à redresser l'innocente petite figurine. Avec Kukeg, je lui offris du biscuit brûlé, fis des salamalecs par 2 ou 3 fois et lui embrassai le nez. Ces rites terminés, nous nous déshabillâmes et nous nous couchâmes, en paix avec notre conscience et avec le monde entier, mais nous ne nous endormîmes pas sans avoir bavardé un moment. Il n'y a pas de lieu plus favorable qu'un lit aux révélations confidentielles entre amis, je ne sais pourquoi. On dit que mari et femme s'y dévoilent l'un à l'autre le tréfonds de leur âme, et il est des vieux couples qui, étendus, y parlent presque jusqu'au matin du bon vieux temps. Ainsi, dans la lune de miel de nos cœurs, étais-je allongé auprès de Kik, couple envahi de bien-être et de tendresse. Chapitre 11. En robe de chambre. Nous étions ainsi restés étendus, tantôt bavardant, tantôt nous endormant brièvement, de temps à autre Kukey jetait affectueusement ses brunes jambes tatouées par-dessus les miennes, puis les retirait. Tant nous nous sentions libres, fraternels et sans contrainte, quand enfin nos causeries eurent chassé la plus légère somnolence,
nous nous sentîmes d'humeur à nous relever bien que l'aube fût encore loin de poindre. Oui, nous étions tout à fait réveillés, à tel point que notre position allongée commença à nous peser et que, progressivement, nous nous retrouvâmes assis, les couvertures bien bordées, appuyés à la tête du lit, nos 4 genoux serrés et levés contre nos poitrines, nos 2 nez penchés sur nos rotules comme si elles eussent été des bassinoires. Notre confort nous paraissait d'autant plus agréable qu'il faisait froid dehors et même hors de nos couvertures dans cette chambre sans feu. Je dis d'autant plus encore parce que le fait d'avoir une petite partie du corps exposée au froid peut seul vous faire savourer pleinement votre propre chaleur animale, car tout plaisir en ce monde ne vaut que par contraste. Rien n'existe en soi. Si vous vous flattez d'être envahi de bien-être de la tête aux pieds et qu'il en ait été ainsi pendant fort longtemps, alors on ne peut pas dire que vous sachiez encore ce qu'est le bien-être. Mais si, à l'instar de Kukeg et moi au lit, vous avez eu le bout du nez, le front et les oreilles légèrement gelés, alors en vérité vous serez infiniment persuadé d'avoir délicieusement chaud. C'est pour cette raison qu'on ne devrait jamais faire du feu dans une chambre à coucher, un de ces luxueux inconforts des riches, car la vraie volupté est de n'avoir entre la chaleur et le bien-être de votre corps et le froid extérieur qu'une simple couverture. Vous êtes alors l'unique étincelle vivante au cœur d'un cristal arctique. Nous étions assis, ainsi recroquevillés, depuis un certain temps, quand soudain je décidai d'ouvrir les yeux, car j'ai l'habitude de toujours les garder fermés quand je suis au lit entre les draps, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, que je dorme ou que je sois éveillé, cela afin de savourer pleinement le confort d'un lit. Car un homme ne peut prendre une conscience juste de lui-même que les yeux fermés, comme si les ténèbres étaient vraiment l'élément naturel de notre essence, cependant que la lumière est plus favorable à l'argile dont nous sommes pétris, tandis que j'ouvrais alors les yeux, sortant de cette obscurité agréable et voulue pour plonger dans l'ombre extérieure, imposée et épaisse, des minuits non illuminés, un revirement désagréable s'opéra en moi. Aussi ne fis-je aucune objection à Kukeg qui suggérait de rallumer la lampe, puisque nous étions parfaitement réveillés, et qu'il souhaitait d'autre part ardemment tirer quelques paisibles bouffées de son tomahawk. Il faut le dire, si la nuit précédente j'avais éprouvé une répugnance profonde à ce qu'il fumât au lit, et c'est à cela qu'on s'aperçoit à quel point nos plus rigides préjugés s'assouplissent. Lorsque l'amour vient à les courber, cette nuit, je n'aimais rien tant que d'avoir Kik fumant à mes côtés, et même au lit tant il semblait alors pénétrer d'une joie sereine et familière. Je ne me sentais plus soucieux à l'excès de la police d'assurance du patron. Je n'étais sensible qu'à l'intense et réconfortant partage d'une pipe et d'une couverture avec un véritable ami. Nos vareuses poilues sur les épaules, nous nous passions le tomahawk, jusqu'à ce que la fumée suspendît au-dessus de nous un baldaquin bleu, illuminé par la lampe que nous venions de rallumer. Que ce rideau mouvant emporta le sauvage vers de très lointains décors, je ne sais. Toujours est-il qu'il se mit à parler de son île natale, et ardent à connaître son histoire, je l'encourageai à me la conter. Il fut heureux d'accéder à mon désir. À ce moment-là, j'eus grand-peine à comprendre simplement quelques mots, mais des conversations ultérieures me rendirent plus familière sa phraséologie décousue, et me permettent de retracer à présent le récit tel qu'on peut le reconstituer d'après la simple ébauche que j'en donne. Chapitre 12. Récit d'une vie. Kukeg était natif de Rokovoko, une île très lointaine dans l'ouest et dans le sud. Elle ne figure sur aucune carte, c'est le propre des endroits vrais. Lorsqu'un sauvage frais éclos court librement dans ses forêts natales, vêtu d'un pagne de feuilles, suivi par de grignotantes chèvres, il n'est rien de plus qu'un adolescent. Toutefois, dans l'âme ambitieuse de Kukeg couvait alors un fervent désir de voir de la chrétienté autre chose qu'un occasionnel échantillon fourni par les baleiniers. Son père était un grand chef, un roi, son oncle un grand prêtre, et il se vantait d'avoir du côté maternel des tantes qui étaient les épouses d'invincibles guerriers. Il avait du bon sang dans les veines, du sang bleu, je le crains, tristement corrompu par le penchant cannibalesque dans lequel son ignorante jeunesse avait été entretenue. Un navire, en provenance de Sagarbor, relâcha dans la baie paternelle, et Kukeg demanda à s'y embarquer pour les terres chrétiennes,
Mais l'équipage du navire étant au complet, sa requête fut repoussée, et toute l'influence de son royal père resta inefficace. Mais Cuckeg s'était fait un serment. Seul dans son canoë, il pagaya jusqu'à un détroit qu'il semblait impossible au navire d'éviter après avoir quitté l'île. Il était bordé d'un côté par un récif de corail, de l'autre par une bande de terre basse couverte de palétuviers émergeant de l'eau. Dissimulant son canoë parmi ces buissons, la proue pointant vers la mer, il s'assit à l'arrière, tenant bas sa pagaie, et lorsque le navire passa à portée, il jaillit comme une flèche, gagna ses flancs, d'un coup de pied fit chavirer et sombrer son embarcation, grimpa aux chênes et se jetant de tout son long sur le pont, il s'agrippa à une boucle d'amarrage et jura de ne pas lâcher prise du thon le hacher menu. En vain le capitaine le menaça-t-il de le jeter par-dessus bord, en vain suspendit-on un sabre d'abordage au-dessus de ses poignets nus. Cuckeg était fils de roi et Cuckeg était inébranlable. Frappé par cette intrépidité désespérée et par ce désir farouche de voir la chrétienté, le capitaine s'adoucit enfin et lui dit de se considérer comme chez lui à bord. Toutefois, ce superbe jeune sauvage, ce prince de Galles des mers, ne vit jamais la cabine du capitaine. Il fut inscrit comme matelot et on fit de lui un baleinier. Mais tel le tsar Pierre, qui était satisfait de travailler sur n'importe quel chantier naval des villes étrangères, Cuckeg ne reculait devant aucun travail prétendu ignoble, s'il pouvait acquérir ainsi l'heureux pouvoir de rapporter quelque lumière à ses ignorants compatriotes. Car, me dit-il, il était poussé par un désir profond d'apprendre des chrétiens les arts qui auraient ajouté au bonheur des siens, et qui plus est, les auraient rendus meilleurs. Mais hélas, les habitudes des baleiniers eurent tôt fait de le convaincre que les chrétiens pouvaient être à la fois malheureux et méchants, infiniment plus que tous les païens de son père. Arrivé enfin dans le vieux Sag Harbor, il vit ce que les marins y faisaient, puis allant à Nantucket, il vit à quoi ils dépensaient leur paix là aussi, et le pauvre Cuckeg considéra la cause comme perdue. Il pensa, c'est un monde pourri sous tous les méridiens, et je mourrai païen. Ainsi, bien qu'il restât en son cœur un idolâtre convaincu, il vivait cependant parmi ces chrétiens, portait les mêmes vêtements qu'eux et s'efforçait de parler leur charabia. C'est pourquoi il avait d'étranges manières, bien qu'il eût quitté son pays depuis un certain temps déjà. Je lui demandai allusivement s'il ne se proposait pas d'y retourner et de s'y faire couronner, puisque selon les dernières nouvelles qu'il avait eues, son père était bien vieux et affaibli, ce qui laissait à croire qu'il devait être mort à présent. Il me répondit que non, pas encore, et il ajouta qu'il craignait que la chrétienté, ou plutôt les chrétiens, les rendût indignes d'accéder à ce trône pur et sans tache où 33 païens l'avaient précédé. Mais il s'en retournerait une fois ou l'autre, ajouta-t-il, dès qu'il se sentirait comme baptisé à nouveau. Pour le moment, il se proposait de naviguer et de jeter sa gourme dans les 4 océans. On avait fait de lui un harponneur, et son fer à présent lui tenait lieu de sceptre. Je lui demandai quels seraient éventuellement ses projets immédiats de déplacement. Il me répondit « Retourner à nouveau à la mer, sa vocation première. » Sur ce, je lui déclarai que moi-même je souhaitais m'embarquer pour la pêche à la baleine, l'informai de mon intention de faire voile depuis Nantucket, car c'était le port offrant le plus de ressources pour le départ d'un baleinier aventureux. Il résolut aussitôt de m'accompagner sur cette île, d'embarquer sur le même navire, de prendre les mêmes heures de quart, la même pirogue, de faire gamelle avec moi, bref, de partager en tout mon sort et mes 2 mains dans les siennes, de plonger avec moi courageusement dans les hasards de ce monde et de l'autre. À tout cela, je consentis avec joie, car indépendamment de l'affection que j'éprouvais désormais pour Cuckeg, il était un harponneur chevronné, et en tant que tel ne pouvait manquer d'être du plus grand secours à quelqu'un qui, comme moi, ignorait tout des mystères de la pêche à la baleine, bien que la mer me fût une vieille connaissance à la façon dont peut la connaître un marin marchand. Son histoire prit fin avec une mourante dernière bouffée de pipe. Cuckeg me donna l'accolade, pressa son front contre le mien et souffla la lumière. Nous nous retournâmes chacun vers les bords du lit et nous endormîmes aussitôt.